Le viol est passé par là. Il a tout pris, tout emmené. N'a laissé derrière lui que les traces de son passage. Le viol m'a traversé. D'un point A à un point B. Comme un segment. Le viol était tout tracé. En colère, en colère, en colère, en colère. Ça, c'est un extrait du premier poème de mon recueil. Recueil qui est d'ailleurs disponible sur le site internet Les Bonnes Feuilles. Si jamais vous le trouvez pas, vous pouvez tout simplement aller dans ma bio Insta. Donc mon Insta c'est cj.rima, R-I-M-A-A. Et il y a le lien pour acheter le livre. Et dans quelques semaines d'ailleurs, il sera commandable en librairie. Pourquoi je vous parle de ce livre déjà parce que je l'ai écrit. Donc je suis quand même plutôt fière. Et c'est pas n'importe quel livre, c'est toute l'intimité, toute la douleur, toute l'angoisse, toute la peur d'une personne qui a été violée et qui est en train de se rendre compte que ça lui est arrivé, qui est en train d'essayer de mettre des mots là-dessus et qui essaye aussi de traverser toutes les émotions qui s'en suivent en fait. D'ailleurs, j'avais fait un épisode où j'étais encore en train d'écrire le livre à ce moment-là et j'étais au même endroit que celui dans lequel je suis actuellement. En fait, dès que je suis pas très bien, je prends quelques jours si j'en ai l'opportunité et je vais à la mer. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a marqué parce qu'en arrivant, je me suis dit, la dernière fois que j'étais ici, je me souviens de cet épisode que j'avais fait où je parlais de viol et j'étais dans le lit de mes parents. Enfin, quand j'ai fait l'épisode, bien sûr. Et j'étais toute seule dans le lit de mes parents avec mon doudou, mon micro. Je me souviens traverser tellement d'angoisse, tellement de doutes, tellement de questions en fait, de douleurs à ce moment-là. C'était horrible. Quand je l'ai enregistré, c'était le 10 juillet. Le 10 juillet, c'est le jour où j'ai été violée. Et malheureusement, j'ai cette date en tête. Et du coup, je suis bloquée sur cette date. À chaque fois, c'est une date que je veux pas voir arriver. Et sauf qu'en fait, tout le mois de juillet, pour moi, est abominable. Bon, là, je vous en parle alors qu'on n'est pas encore en juillet, mais c'est quelque chose qui me traverse. Tout le mois de juillet est toujours terrible parce qu'en fait les premiers jours je suis en mode il y aura bientôt le 10, il y aura bientôt le 10, il y aura bientôt le 10 et finalement le 10 passe plutôt vite, généralement c'est pas la pire journée et une fois que c'est passé et ben en fait t'as toute la tension qui doit redescendre et tous les souvenirs et toute la en fait c'est comme si dans ma tête tous les 10 j'allais me refaire violer et je pense réellement que mon corps croit que ça va m'arriver. Après le 10 juillet il y a encore toute cette tension, toute cette peur qui essaye de sortir de moi. Sauf que comme je déteste être mal, comme tout le monde, mais moi surtout je suis très anxieuse et j'ai peur d'être triste, et ben, j'évite, et du coup ça ressort encore plus fort et c'est terrible. Quand j'ai été violée, moi j'ai fait un déni complet. Quand ça s'est passé, je me suis dit, si tu mets pas le mot là-dessus, si tu mets pas le mot viol, bah c'est pas un viol. Et dans ma tête, un viol, c'était tellement... Ça pouvait pas m'arriver, quoi. C'est tellement... euh, life-changing, c'est tellement dramatique, c'est tellement horrible. Et en fait, l'expérience du viol, physiquement, à ce moment-là, c'était pas quelque chose de violent comme on pourrait se l'imaginer. Et donc, j'ai refusé de nommer ça ainsi. Et à partir du moment où je me suis dit, ok, je refuse de nommer ça comme ça, bah alors je décide de dire, bon, j'ai fait des mauvais choix, je suis une salope, on s'en fout, on met ça derrière nous. Parce que sinon, tu veux faire quoi? Si d'un coup tu te dis, putain, c'est un viol, qu'est-ce que tu fais après? T'es censé être triste, t'es censé être. Enfin, t'es. Et sauf que comme t'es encore sous le choc, bah, moi je suis en mode, bah non, j'ai pas envie, donc bah, on continue de vivre. Comme beaucoup de victimes, on continue, et puis voilà. Pendant tout ce temps-là où moi j'ai décidé de me dire, écoute, on s'en fout, c'est du passé, il y avait quand même des petits moments où ça me revenait en tête. Alors, le souvenir n'a pas disparu de mon esprit, mais je décidais de le nommer d'une certaine manière. Et du coup, c'est comme si, imaginez, vous avez un souvenir, je décidais d'y associer certaines couleurs, une vision qui était pas celle, justement, d'un viol.
Et donc, dans ma tête, j'avais ce souvenir-là d'une énorme erreur, d'un truc dont, bon, bah, voilà, ça sert à rien d'en parler, voilà, tu fait la conne, enfin, vraiment, c'est de ta faute, c'est toi, 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 toi. Mais du coup, par contre, c'est pas du tout un viol, et cetera. Il y avait des doutes qui remontaient et j'en ai parlé, un petit peu à certaines copines que j'avais contactées, le soir même où ça s'est passé, en panique. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'elles ont pas mis de mots là-dessus. Alors, on pourrait se dire, on a besoin d'avoir, quelqu'un qui met les mots dessus, et sauf que je pense que je l'aurais pas supporté, que quelqu'un mette des mots à ma place. Et à ce moment-là, j'étais tellement dans un déni et une envie de me protéger de moi-même que je supportais pas l'idée de me dire c'était un viol. Parce que, alors à ce moment-là, ça voulait dire que j'avais perdu tout contrôle de moi-même, tout contrôle de la situation, que je n'avais pas eu de contrôle sur ce qui m'était arrivé. Et surtout, ça entraîne des conséquences, et on le sait. Et moi, je pense que, étant tellement anxieuse, je m'étais dit, si je dis que c'est un viol, ma vie est foutue. Pas si j'ai été violée, c'est si je dis que c'est un viol, ma vie est foutue. Parce qu'à ce moment-là, je vais être en dépression et tout le monde dit que le viol, on s'en remet pas, nanani, nanana. Donc j'ai dit, bah, c'est simple en fait. I found the trick. Bah, je vais pas l'appeler comme ça en fait, c'est réglé. Comme si le souci c'était de nommer la violence, alors que le souci c'est la violence. C'est la violence en tant que telle, c'est la violence vécue. Le souci c'est pas le fait de nommer. Mais il m'a fallu traverser cette épreuve-là et ce déni pour m'en rendre compte, parce que même si on me l'avait dit, j'aurais pas voulu l'écouter. Parfois, c'est important de traverser ces choses-là. Ou même en général, si on arrête de parler de viol, désolée, je vais utiliser ce mot souvent, hein, il y a des personnes que ça peut trigger, mais bon, on appelle un chat, hein. Mis à part le viol, je pense, nous, par rapport à des copines ou des copains, on a envie d'apprendre une leçon à quelqu'un pour pas qu'il fasse telle et telle erreur que nous, on a faite. On a beau le dire avec nos mots, c'est quasiment impossible que la personne intègre réellement ça tant qu'elle en a pas fait l'expérience. Tant qu'elle n'a pas dû se rendre compte par elle-même, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est obligée de vivre la même expérience que vous, mais quand je pense par exemple aux relations de couple, j'ai dit tellement de fois à une de mes meilleures amies, quand elle était en couple avec son ex, voilà ce que tu devrais faire, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que c'est. Et en fait, le déclic ne viendra pas tant qu'il ne vient pas de toi, de ton expérience personnelle. Tant que tu l'as pas vécu à l'intérieur de toi, tant que tu l'as pas ressenti, que ah oui, ça veut dire ça fait sens. On a beau le dire, les mots sont quand même vides quand on les compare à l'expérience d'une chose. Ça paraît un peu philosophique, mais bon. J'en reviens à mes moutons. Du coup, ce que je disais, c'est que j'aurais pas supporté qu'on me dise quoi que ce soit. Je pense que j'aurais pas écouté. Et je pense que ça m'a donné un peu l'espace de justement rentrer encore plus dans mon déni pour finalement avoir un déclic à la fin. Je me souviens aussi d'une interaction avec un ancien ami. On était à une soirée dans un appart et il y avait plusieurs potes, dont ce gars-là. Et je raconte. Et ce mec-là me dit, ouais, mais l'autre, en parlant du mec qui m'a violée, il pouvait pas savoir. Au bout d'un moment, c'est pas au mec d'essayer de deviner si t'as fait ça ou si t'as fait ci, bah alors aussi le pauvre. La question du consentement est essentielle. Le consentement, et je le répéterai jamais assez, déjà c'est libre et éclairé, et c'est quelque chose qu'on peut arrêter ou changer à tout moment. Il ne peut pas être donné sous la contrainte. Moi, ce que j'avais raconté, c'était qu'en effet, à un moment, j'avais fini par dire oui, sous la contrainte. Et on n'a pas eu besoin de me foutre un flingue sur la tempe pour que je comprenne qu'il fallait que je dise oui. Pour que je comprenne que si je disais pas oui, bah fais gaffe à toi, meuf. Hein. T'es pas sûr de revoir le lever du jour. Peu importe si, en effet, ce gars-là aurait pu peut-être me tuer ou pas. Peu importe. Le fait est que il a mis en place toute cette atmosphère pour que je me sente en insécurité et pour que je faiblisse et que je lui dise oui. Et donc ce gars-là à qui j'en parle me dit « Ouais, mais t'as dit oui. » Ah ouais, voilà, il pouvait pas savoir. Incroyable quand même comme réaction. Et à ce moment-là, je me souviens que je suis sur la défensive, mais je me sens blessée parce que d'une certaine manière, je suis d'accord avec lui à ce moment-là. D'une certaine manière, je me dis « Bah oui, ça me fait mal parce que c'est vrai. Ça me fait mal parce que, en fait, c'est pas de sa faute. En fait, c'est de ma faute.
En fait, je suis en train de faire croire que j'ai vécu un truc atroce alors que pas du tout. Je suis pas du tout une victime. Je suis juste un énorme imposteur. Je fais croire que j'ai vécu un drame. Et du coup, là, d'un coup, t'as l'impression de pas être une victime, d'être une mauvaise victime ou de pas être légitime dans ta souffrance, de pas avoir le droit de souffrir. Et tu te dis, mais je suis quel genre de monstre pour souffrir alors que j'ai rien vécu? Ou alors est-ce que je fais genre que je souffre? Ou alors est-ce que j'ai tout inventé? T'en viens à douter de tout, de tout, de tout. Et je pense que la majorité des femmes qui se sont faites violer ont été traversées par ces doutes-là. Ont été traversées par ce truc de se dire bah ouais en fait j'avoue j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, peut-être que c'est un peu de ma faute. En vrai on a envie de se dire que c'est la faute de l'autre, mais on est tellement formaté à se remettre en question que très rapidement il y a une partie de nous, même si on a envie de croire qu'on est la victime et envie de dire bah oui en effet c'est la vérité, il y a une partie de nous qui va dire ouais mais peut-être pas en fait. Peut-être que les hommes ont raison, les hommes ont toujours eu raison, hein? Les hommes ont toujours eu raison. Et puis c'est eux les plus forts, et puis nous on nous apprend tellement qu'on est un peu des merdes, qu'on est des subordonnés, que on en fait trop, les filles elles en font toujours trop, les filles c'est des pipelettes, et toujours les grandes histoires, et nanani, et nanana. Et du coup forcément, à un moment, il y a une petite graine qui germe, et qui vient nous chuchoter à l'oreille. Ah ouais j'avoue, peut-être qu'en fait, ils ont un peu raison. Spoiler alerte, ils ont pas raison. La preuve, la personne qui m'a dit « Ouais, ah mais attends, le pauvre », c'était un mec. Si lui part du principe que c'est ok si la personne dit oui sous la contrainte, je peux m'imaginer que ce mec-là à qui j'étais en train de parler a dû agresser des femmes lui aussi. Parce qu'un mec qui se rend pas compte que c'est un problème, que quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu es censé être à l'écoute, tu es censé être dans un cadre de sécurité, tu es censé te focaliser aussi sur l'autre, et je ne répéterai jamais aussi que ça se voit quand quelqu'un n'a pas envie. J'ai pas envie de dire ça se voit quand quelqu'un a envie, parce que ça se voit pas, mais par contre ça se voit quand quelqu'un n'en a pas envie. Quand quelqu'un n'en a pas envie, la personne est crispée, ça se voit dans ses yeux, ça se voit dans son comportement, même si elle dit oui, ça se voit. Donc certains mecs, je pense, sont en train de se convaincre que tel violeur n'en est pas réellement un, parce que sinon, ça voudrait dire que eux aussi ont commis une agression. Et c'est inconcevable pour eux d'imaginer qu'ils sont des agresseurs, parce que ils respectent trop les femmes. J'ai reçu un DM d'un mec qui m'a dit non mais moi je suis pas féministe, ou alors je suis pas au courant, mais moi je respecte les femmes, mais t'as pas idée, je suis la personne qui respecte le plus les femmes. Avec mes sœurs et ma mère et tout. J'étais, allez, c'est ça. Tais-toi en fait. C'est-à-dire, si t'as besoin de me dire que moi je suis pas au courant à quel point tu respectes les femmes, c'est que tu les respectes pas. Si tu respectais les femmes, tu les écouterais, t'essaierais pas d'envoyer des DM pour prouver que toi t'es gentil, t'essaierais pas de prouver que toi t'as fait de mal à personne. Par contre, tu dénoncerais. Tu dénoncerais avec force toutes les personnes qui commettent des agressions, des viols. Tu dénoncerais tous les actes sexistes et misogynes autour de toi, tes potes, même tes parents. Tu participerais à l'élévation de la voix des femmes, tu irais voter à gauche, tu parlerais de politique, tu irais en manif, tu ferais des actions concrètes pour aider les femmes, mais c'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est juste dire moi je respecte mes sœurs dans ta vision à toi du respect, et du coup j'adore les femmes parce qu'elles font grave bien la cuisine et elles se donnent machin. Ouais d'accord, c'est pas un respect des femmes, c'est pas un respect de la femme, c'est juste que t'aimes les femmes de ta famille. Et encore, est-ce que tu les aimes réellement et totalement dans leurs conditions de femmes? Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu les soutiens par exemple, pendant leurs règles? Est-ce que tu défends l'accès à justement une médecine qui est plus orientée sur le corps des femmes, l'accès à l'avortement, la contraception masculine aussi, pour pas que ce soit constamment sur le dos des femmes? Non, en fait, c'est juste t'apprécies la femme tant que tu restes la personne dominante. Tu apprécies la femme en tant que personne soumise. Voilà ce que t'apprécies. Voilà ce que tu respectes. La femme, tant qu'elle ne te vole pas ton rôle d'homme alpha et dominant. Donc viens pas raconter tes conneries. Si j'en reviens au sujet du viol, du coup j'avais parlé de ce sujet
à certains amis, dont un garçon qui m'a fait ensuite un commentaire qui était vraiment nul. J'ai été tellement tracassée et tellement mal suite à ce commentaire-là. Je me souviens être rentrée chez moi, avoir fumé, hurlé dans mon appart, dans ma chambre, alors que j'étais en coloc à l'époque, mais je crois que ma coloc était pas là. C'était affreux. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire dans mes notes, comme toutes girls de notre génération. J'écrivais des trucs, dont le premier poème que je vous ai lu tout à l'heure. Et j'ai continué à écrire en me disant j'aime bien écrire des poèmes. Et ça n'avait pas forcément de lien, c'est dès que je ressentais une émotion forte ou quelque chose, j'avais besoin de l'extérioriser, je l'écrivais dans mes notes. Au bout d'un certain temps, je me suis dit c'est beau ce que j'écris. Ça traduit exactement comment je me sens. Et puis, je sais pas, c'est beau, j'aime les rimes, etc. Mais bon, pendant 4 ans, j'ai écrit comme ça, sans me rendre compte qu'il y avait réellement un sujet essentiel. Bon, je me suis rendu compte que j'avais été violée au bout d'un certain temps. Au bout d'1 an de déni, j'ai commencé ensuite à mettre un mot là-dessus, à en parler avec mon psychiatre, voilà, décortiquer tout ça et à traverser tout ça. Mais je me rendais pas compte que mes poèmes s'orientaient tellement autour de ça. Mais pas du viol en tant que tel, mais qui parlent de tout ce qui a été causé par le viol. Et c'est ce que je dis dans mon livre, le viol, c'est pas un instant, le viol, c'est tous les jours. Il continue de vivre même après qu'il se soit déroulé. Et c'est vraiment le cas. J'écrivais tout mon processus en fait de guérison, sans me rendre compte que c'était ça, parce que je pense qu'on s'en rend compte que à la fin, on se rend pas compte qu'on est en train de guérir quand on est la tête dedans, on se rend pas compte qu'on est en train d'avancer, parce qu'on fait un pas en avant, 10 pas en arrière, 2 pas en avant, 0 pas en arrière, puis 30 pas en avant, 52 en arrière, puis ensuite 0 pas en avant, 1 pas en arrière, et en fait, t'avances, tu recules, et tu te rends pas compte que petit à petit, en réalité, tu fais un tout petit pas de plus qu'avant, mais tu t'en rends pas compte parce que tu fais tellement de pas en arrière que t'as l'impression que t'avances pas, que tu vas jamais t'en sortir, etc. Donc moi, quand j'écrivais, je me rendais pas compte que j'étais en train de guérir, je me rendais pas compte que c'était tout un processus lié au viol et à la guérison après le viol, bien que on m'a déjà demandé est-ce que t'es guérie. Ma réponse est non. Ma réponse est non, je pense qu'on ne guérit pas, mais je pense qu'on devient quelqu'un d'autre. Donc il est plus tellement question de guérison, il est question de transformation, il est question de d'apprendre à vivre en étant quelqu'un d'autre avec cette histoire-là. Tu t'en souviendras, mais ça veut pas dire que ça va te bouffer la vie, toute la vie. Et en même temps, est-ce qu'on peut guérir, est-ce qu'on peut oublier quelque chose comme ça, et est-ce qu'il faut l'oublier ? Et longtemps, dans mes poèmes, je disais je veux tout oublier, j'en peux plus, je n'en peux plus, je peux plus en fait. Je peux plus supporter les souvenirs, je peux plus ressentir rien que là j'ai eu un frisson, ressentir cette sensation du corps de quelqu'un d'autre sur le mien, des mains de quelqu'un d'autre sur le mien, des mains de quelqu'un d'autre sur mon corps. Non, c'est horrible. Et en même temps, grâce aux nombreux accompagnements que j'ai eus, que ce soit par mon psychiatre et par ma coach, surtout ma coach, en ce qui concerne cette partie de l'histoire, elle m'a dit « Il ne faut surtout pas oublier. Tu as appris énormément de choses. » Par exemple, moi, après avoir été violée, quand au bout d'un certain temps, j'ai fréquenté quelqu'un, j'avais une peur bleue de me retrouver seule à seule avec ce mec. Parce que je me disais, il peut me violer. La réalité, c'est que oui, ce mec-là peut me violer. Oui, ton copain peut te violer. Ton frère peut te violer. Ton père peut te violer. Ton voisin peut te violer. Un inconnu peut te violer. Oui. Et ça, c'est une réalisation qui est horrible, mais moi, c'est une réalisation qui s'est ancrée en moi. Je le sais. Parce que c'est faux de dire non, il peut pas. Mais il peut essayer de le faire, bien entendu. Et quand je disais à ma coach, j'ai peur, imagine, il peut me violer et tout, j'attendais qu'elle me dise, mais non, mais pas du tout, regarde comment il est avec toi, enfin bref. Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, bah oui, en fait, il n'y a rien que je pourrais dire qui pourra te faire croire que tu es en sécurité parce que tu as appris de la manière la plus terrible que n'importe qui peut essayer de te voler ton corps. Que moi, ce mec qui m'a violée, initialement, je lui faisais confiance. Donc, quand tu essayes de dire « Non, c'est faux, non, ça n'arrivera pas, pas du tout »,
t'es en train juste de te mentir. Ça veut pas dire que ça va arriver, ça veut dire que ça peut arriver, ça peut ne jamais arriver. Ça peut, c'est-à-dire une possibilité, on n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'y est pas. Et après, il suffit d'avoir un degré de confiance. Mais regardez, il y a des gens qui sont assassinés par leur conjoint, leur conjointe. On ne sait jamais, on ne connaît jamais réellement une personne, même si on est persuadé de la connaître. Il y a des femmes qui sont mariées et leur mari, sans qu'elle le sache, va violer leur enfant. Bien entendu que si on demande à la femme, elle dirait mais pas du tout, mais c'est impossible. Bah, pas mon mari, c'est pas possible, moi je le connais. Donc j'en reviens à quand je discutais avec ma coach, je lui disais non mais moi je veux oublier, je veux pas y penser, et puis non, il peut pas faire ça, etc. Elle m'a dit non mais alors on va pas oublier parce que ça t'a appris que en soi, tu ne connais réellement personne. Donc ça t'a appris quelque chose de formidable pour essayer de te tenir en sécurité, pour prendre plus de précautions si tu en as la capacité. Et du coup, j'avais prévu de passer le week-end chez lui, donc c'était dans une autre ville. En fait, j'ai fait la liste de tous les pires scénarios et comment je pouvais me sécuriser. Donc, j'ai acheté un taser en me disant, on sait jamais. On ne sait jamais. Ce taser, je ne l'ai jamais utilisé. Ok. Donc j'ai acheté un taser, j'ai acheté une bombe au poivre, j'ai mis ça dans un sac, j'ai fait une fiche complète de qui était le garçon que j'allais voir, alors que mes amis savaient très bien chez qui j'allais. Mais on sait jamais. Justement, ça m'a appris quelque chose, tu vois. Donc son nom, son prénom, une photo, son adresse, le nom de ses parents, tout ce que je savais sur le mec, je l'ai mis sur cette fiche que j'ai envoyée à toutes mes copines. Ensuite, je leur ai partagé ma localisation. Ensuite, j'ai booké un hôtel au cas où, si jamais pour une raison X ou Y, j'avais besoin de m'enfuir, j'avais un endroit où dormir. Précaution sur précaution sur précaution. Précaution sur précaution sur précaution. Et je suis partie ce week-end-là, beaucoup plus apaisée, et j'ai passé un week-end de dingue. Un week-end trop bien. Et avec le mec, on s'est hyper bien entendu. J'ai jamais sorti mon taser, j'ai jamais sorti ma bombe au poivre. Le mec n'était même pas au courant que je l'avais amené, ni mon taser d'ailleurs, et je suis pas allée à l'hôtel. Il était pas au courant non plus que j'avais pris un hôtel. Voilà, ça m'a appris une information qui est importante, qui est tout peut arriver, et en même temps, tu peux essayer de mettre en place des choses qui te rassurent ou qui peuvent faire en sorte que telle chose ait moins de probabilité de se passer. Je fais attention aux mots que j'emploie parce que j'ai pas envie de dire que, tu vois, telle précaution peut éviter un viol. Parce qu'en réalité, j'aurais très bien pu aller chez lui et finalement, il y a quelque chose qui se passe et je me sens bien et hop, il en profite et ça aurait pu être terrible. C'est pas ce qui s'est passé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, on a envie à tout prix d'oublier un traumatisme alors que chaque traumatisme nous a apporté une leçon de vie ou alors des informations importantes ou une manière de gérer les situations futures. Et donc moi, j'ai ce truc de je fais attention à chaque mec que je date. Non pas que ça me protège, mais c'est des informations où je me dis, bah avant, je pense que je faisais encore moins attention, où j'étais beaucoup plus naïve. Et oublier ça, ça veut dire revenir à cette naïveté qu'on a tendance à adorer une fois qu'on a été traumatisé comme ça, on est en mode j'ai envie de revenir dans l'insouciance, j'ai envie de tout oublier, j'ai envie d'être naïve. Et en fait, il y a une partie de nous qui est en mode pas du tout, pas du tout, pas du tout. À la fois oui, et en même temps non, je veux plus être une proie. Voilà ce que ça nous apprend. Et du coup, voilà, j'ai fréquenté ce gars-là et j'ai continué à écrire, et j'ai continué à écrire, et j'ai continué à écrire. Et le printemps dernier, j'ai fait un burn-out. Je pense que c'était vraiment lié au travail. Je suis allée à la mer, je me suis ressourcée. Et l'idée a germé de me dire, putain, ces poèmes que je faisais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Vu que j'ai plus de taf, que j'ai pas ce que je veux faire de ma vie, que j'ai rien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beau à faire avec ça? Ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite, je suis rentrée chez mes parents et j'ai décidé de m'envoyer sur mon ordi tous les poèmes que j'avais écrits dans mes notes et j'ai tout mis sur un énorme Word. Je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle histoire chronologique, page après page, où tu me voyais ressentir toutes les émotions et avec le recul, c'était ouf de se dire putain là ça se voit qu'elle est en train de traverser ça et tu sais pas qu'est-ce qu'elle va traverser juste après. Ça se lit, je trouve, un peu comme une fiction, comme un roman, etc. L'idée c'est vraiment qu'il y ait une histoire qui soit racontée, pas juste des poèmes comme ça. Ensuite, j'ai envoyé ça à des maisons d'édition et j'ai aussi passé un concours de poésie.
Et j'ai gagné un prix pour ce concours. Donc c'était chez la maison d'édition Les Bonnes Feuilles. Mon livre, vous pouvez déjà l'acheter du coup avec le lien dans ma bio Insta. Dans quelques semaines, sera disponible aussi en librairie. Vous pourrez le commander en librairie et aussi sur Amazon, tout ça, enfin toutes les plateformes un peu de distribution. Et je suis ravie. Et je me le dis rarement, mais comme j'ai un micro et que je fais un podcast, je vais en profiter. Je suis hyper émue et épatée par moi-même. Parce que je l'ai fait. Et j'ai cru que j'allais crever. Mais je l'ai fait. J'ai continué. Et il y a des jours où j'ai abandonné. Et c'était important pour moi d'avoir ces jours où je me dis, aujourd'hui, j'abandonne. Et finalement, au bout de quelques heures à pleurer, bah t'as envie d'aller pisser et t'as envie de manger un carré de chocolat. Et en fait, bah la journée passe et tu te dis, bon, demain, j'abandonne. Et ça se répète et ça se répète. Et en fait, t'abandonnes pas. T'abandonnes pas parce que l'envie de vivre, même si on la verbalise pas comme ça, elle est présente. Voilà, cet instinct de survie dont on se rend pas compte qu'on l'a, mais on l'a. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé des années à abandonner. Et là, maintenant, je regarde en arrière et je suis en mode, bah, en fait, non, t'as juste avancé. Et en fait, juste quand t'abandonnais, tu rampais. Tu rampais. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute ça, qui traverse cette douleur, cette remise en question. T'as le droit de pas aller bien, mais tu vas t'en sortir. Et tu t'en rendras pas compte jusqu'à ce que tu t'en sois sorti. Mais moi, je sais que tu vas t'en sortir. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!